De l'argent, des secrets et au final, la trahison. C'est un cocktail assez explosif et c'est pourtant ce qui se cache au cœur du système fiscal israélien. On va décortiquer ensemble ce mécanisme où dénoncer quelqu'un peut rapporter très très gros en s'appuyant sur l'avis d'experts qui connaissent le système de l'intérieur. Alors, la question est simple. Que ferait-on pour un demi-million de shekels? C'est la question que pose le fisc israélien. Et la réponse, elle peut transformer des voisins, des collègues ou même des membres de sa propre famille en informateurs. C'est la récompense maximale pour une dénonciation fiscale qui mène à quelque chose de concret. Imaginez un peu la peur qui s'installe. Le moment où cette angoisse devient une réalité avec ces quelques mots qui résonnent dans votre tête. Pour ceux qui fraudent le fisc en Israël, ce n'est plus un scénario de film. C'est une menace bien réelle et de plus en plus présente. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment une simple politique gouvernementale a-t-elle pu faire de la délation, un acte souvent méprisé, une activité qui peut s'avérer très, très rentable? Et attention, il ne s'agit pas juste d'une peur théorique. La dénonciation est devenue une pièce maîtresse du contrôle fiscal en Israël. Avec une prime aussi élevée sur la table, l'incitation à signaler une fraude n'a jamais été aussi forte. Et ce fameux jackpot, ce n'est pas juste un rêve inaccessible. Non, non. La clé, c'est la qualité de l'information. Un tuyau en béton, précis, vérifiable et qui permet au fisc de récupérer une somme importante, ça augmente considérablement les chances de toucher le gros lot. De quoi motiver les informateurs les plus sérieux, c'est certain. Mais alors, qui sont ces informateurs? Qu'est-ce qui les pousse à franchir le pas? On va voir que derrière ces dénonciations, il y a souvent deux grandes motivations, deux moteurs aussi puissants que, disons-le, toxiques. On a donc deux forces puissantes en jeu, qui alimentent toute cette machine. D'un côté, il y a la vengeance personnelle, pure et dure. Et de l'autre, l'opportunité financière, tout simplement. Penchons-nous d'abord sur le profil le plus dangereux, le plus personnel, le vengeur. Pour cette personne-là, ce n'est pas une question d'argent. Non, c'est une affaire intime. Ces informateurs viennent du cercle le plus proche, un ex-conjoint amer, un ancien partenaire en affaires qui s'est senti trahi, un employé licencié. Leur point commun, ils ont eu un accès direct aux secrets financiers. Leur arme, ce sont justement ces détails précis que seuls eux connaissent, ce qui rend leur témoignage incroyablement crédible et absolument dévastateur. Et puis, on a un tout nouveau type d'informateur, celui qui est en fait une création directe du système, celui qui est attiré par l'appât du gain, l'opportuniste. Et là, le profil est beaucoup, beaucoup plus large. Ça peut être littéralement n'importe qui. L'arme, ce n'est plus la rancune, c'est la carotte financière agitée par l'État. Ce demi-million de shekels, ça change complètement la donne, parce que ça motive des gens qui n'ont absolument aucune dent contre la cible. Le risque de se faire dénoncer a donc explosé. Bon, alors, un informateur a parlé. Et ensuite, que se passe-t-il dans les coulisses? On va découvrir le processus secret qui s'enclenche bien avant que la cible ne se doute de quoi que ce soit. Mais une question se pose. Avec une telle prime à la délation, est-ce que les autorités ont encore vraiment besoin de travailler? Est-ce qu'elles peuvent repérer un fraudeur sans l'aide de personne? La réponse est un grand oui. L'administration fiscale utilise des logiciels de data mining très poussés et de l'intelligence artificielle pour tout croiser, les transactions immobilières, les dépenses et même l'activité sur les réseaux sociaux. Un style de vie un peu trop flashy qui ne colle pas avec les revenus déclarés, hop, ça peut déclencher une alerte. Mais il faut le dire, une dénonciation humaine reste le catalyseur le plus puissant pour lancer une enquête ciblée. L'enquête se déroule en 3 phases, et tout ça dans le secret le plus total. Phase 1, collecte passive. Les enquêteurs récupèrent des données sans aucun contact. Phase 2, active. Ils commencent à appeler des tiers, les banques, les fournisseurs, mais toujours sans que la cible ne soit au courant. Et c'est seulement une fois que le dossier est bétonné qu'ils passent à la phase 3, la perquisition, l'arrestation, l'interrogatoire. À ce stade, il est souvent déjà bien trop tard. Pour bien comprendre l'enjeu, rien de mieux que 2 cas réels. 2 histoires qui illustrent parfaitement comment tout peut basculer entre une réaction tardive et une action proactive. Premier cas, un entrepreneur dénoncé par un employé qu'il venait de licencier. Il n'a rien vu venir, il a été totalement pris par surprise. Résultat, arrestation, condamnation et une peine de prison ferme. C'est l'illustration parfaite des conséquences désastreuses d'une réaction tardive. Maintenant, le contre-exemple. Un promoteur apprend que son ex-conjointe s'apprête à le dénoncer. Il n'attend pas. En moins de 48 heures, il prend les devants et fait une demande de divulgation volontaire. Quand la dénonciation de son ex-femme arrive enfin sur le bureau des enquêteurs, au niveau pénal, l'affaire est déjà classée. Il a complètement neutralisé la menace.
Ce qui nous amène tout droit à la conclusion, au facteur décisif qui change absolument tout dans ces affaires. Le facteur décisif, comme ces deux cas le montrent parfaitement, ça se résume à un seul mot: la vitesse. Dans cet environnement à haut risque, la seule défense efficace, c'est de gagner la course contre la montre. Il faut contacter les autorités avant qu'elles ne viennent frapper à la porte. Et l'outil pour gagner cette course, ça s'appelle la Gilui Meratson, ou divulgation volontaire. C'est le seul mécanisme qui permet de régulariser sa situation, de payer l'impôt dû et d'obtenir en échange une immunité pénale totale. Mais il y a une condition non négociable, il faut le faire avant que les autorités n'aient la personne dans leur collimateur. Une fois que l'enquête est ouverte, cette porte se referme définitivement. Tout ça nous laisse avec une question de fond. Quand un État paie ses citoyens pour qu'ils se dénoncent les uns les autres, qui y gagne vraiment? Le trésor public, c'est sûr. L'informateur, peut-être. Mais la confiance, ce pilier qui est censé faire tenir une société, est-ce qu'elle n'en sort pas durablement ébranlée?